Le monde attendait une réponse de Moscou. Vladimir Poutine vient de la donner. Face aux frappes contre les infrastructures russes, aux négociations bloquées et aux accusations occidentales, le président russe a lancé un message qui ne laisse aucune place au doute. La défaite stratégique de la Russie, qu'ils attendent, mais derrière cette phrase choc se cache un message beaucoup plus large sur la suite du conflit, les objectifs de Moscou et ce qui pourrait arriver sur le terrain. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'analyse complète de cette déclaration. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement. Sites ont porté préjudice. C'est un sujet très important, notamment pour la Crimée et Sébastopol. Pour ce qui est des frappes contre les infrastructures essentielles, les infrastructures énergétiques en particulier, ces frappes ont touché les sites créer des préjudices et nous observons des difficultés. Mais ici, il y a un certain nombre de problèmes que nous devons résoudre. Ces problèmes sont résolus de façon rapide et la production est remise en œuvre selon les besoins. Malgré le fait qu'un certain nombre de sites étaient fermés et l'ennemi peut frapper grâce à ce que lui donnent les Européens. Mais bien entendu, il y a des questions de vitesse, notamment de vitesse pour reprendre la production. Mais nous comprenons qu'il s'agit de garantir l'approvisionnement. Il y a une pénurie temporaire, mais il faut réparer. Il faut notamment avoir recours à des importations, mais il s'agit de prendre part à cette réparation d'infrastructures. Ce qui est important, c'est la protection aujourd'hui de la population civile. Minimiser, atténuer les préjudices pour l'industrie. Comme je l'ai déjà dit, nous avons restauré les infrastructures et les problèmes doivent être aujourd'hui résolus. Mais tout se fait de façon stable. Pour ce qui est maintenant des livraisons pour la Crimée, une livraison d'énergie pour la Crimée, de la fourniture d'énergie. Eh bien, nous avons pu livrer 70 000 tonnes issues des réserves. Et nous allons renforcer ces approvisionnements et je suis certain que tout ceci va se mettre en place. Mais dans l'ensemble, eh bien, tout ce qui est fait pour nous porter préjudice est fait. Mais il y a aussi une campagne d'information. Ce n'est même pas une campagne, mais c'est tout simplement de la désinformation. Comment on peut porter préjudice à la Russie. Donc il s'agit de forcer la Russie à attaquer. Il s'agit de forcer la Russie et nous avons évidemment des questions, mais nous ne laisserons pas faire. C'est très important puisqu'il s'agit là d'attaques terroristes et les terroristes ne
gagneront pas sur le front. Toutes les frappes contre la Russie, contre nos infrastructures, n'influencent pas la situation sur le front. Avec cela, nous voyons tous que les négociations avec toute l'Ukraine sont arrêtées. Déjà au forum d'Évian, on nous a laissé entendre qu'il y a des contacts sur d'autres canaux occultes. Si ces canaux existent de liaison, y aurait-il peut-être d'autres demandes, d'autres idées, d'autres propositions de l'autre côté? On nous envoie un signal. Oui, il y a des contacts et qui existent sur certaines, dans certaines orientations. Je n'y vois pas de secret. Il y a des propositions nouvelles. Par exemple, avec le chef du régime de Kiev, il y a des propositions sont connues. La demande d'arrêter les hostilités pour autant sur la ligne de front, ce n'est pas non plus une nouveauté. Mais il y a aussi des propositions nouvelles. Comme par exemple arrêter les coups portés à l'intérieur du territoire de l'un de l'autre. On comprend pourquoi on le fait. Cette proposition a été émise parce que la riposte sur le territoire ukrainien serait plus puissante et plus douloureuse, plus destructrice quant à ses conséquences. Une autre proposition, limiter les hostilités. Les limiter aux 4 territoires dans la région de Kherson, de Zaporojie, de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk. Et sur le reste des territoires, nous allons arrêter de nous battre. On comprend bien la raison. Cela donnera à l'adversaire la possibilité de lever ses troupes sur la région de Nikolaev, de Dnipropetrovsk, de Kharkiv et de Soumy et sur d'autres secteurs de front le long de la frontière et de les envoyer ces unités dans ces 4 régions que je viens de citer. Vu la pénurie extrême, cruelle des effectifs en Ukraine, ce serait salutaire pour l'Ukraine. Mais nous n'avons pas envie, nous n'avons pas de projet pour sauver le régime de Kiev. Même si nous sommes attentifs sans ironie, nous traitons chaque proposition qui nous a été faite. Bien sûr, la situation telle qu'elle existe, il y aura des tentatives de la part des forces armées de l'Ukraine une attaque de diversion par les forces de l'unité spéciale pour divertir notre attention, notamment se divertir de l'axe d'effort principal, qui est de libérer la région de Donbass. Mais la situation générale sur la ligne de front, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important au moment présent? Nous en parlons constamment. Et dans les médias, sur le net, nos correspondants de guerre nous donnent des informations globales et objectives, il faut le dire. Nous commençons par le nord. Le but, dans la direction de Soumy de Volchansk, c'est de créer une zone de sécurité le long de nos frontières. Cette mission qui a été assignée après l'incursion des Ukrainiens dans la région de Kursk et contre les attaques qui continuent contre nos régions frontalières. Le régime ukrainien paiera pour les crimes commis sur le territoire de nos régions que nous avons besoin pour créer une zone frontalière de sécurité. Et pour le centre régional de Soumy, la ville de Soumy, c'est une petite ville. Peut-être 30 milliers de bâtiments.
Il y a une dizaine de kilomètres qui nous séparent de là. Il n'y a pas de plan politique concernant cette région. Nous n'en avons pas. Donc nous allons nous orienter sur la proposition de notre ministère de la Défense, de l'état-major général. Nos troupes avancent intensément et activement. Ensuite, en passant du nord au sud, le groupe qui s'appelle Ouest, c'est une zone plus large de responsabilité. Depuis la ville de Kupiansk, sur lesquels les représentants du régime ukrainien veulent organiser des sessions de photos. Nous sommes de 4 à 5 km de la partie occidentale de la ville. L'adversaire a déjà entrepris plusieurs contre-attaques, qui ont toutes échoué. Rubtsi, l'autre localité, Rubtsovsk, sur la rive de la rivière Stary Oskol, on a pratiquement bloqué un groupe très divers, multiple, de 5000 hommes. Qu'on a serré, qu'on a enfermé au bord du fleuve. Du haut, il y a la première armée blindée qui les serre d'en bas. Troisième division d'infanterie motorisée passe de l'est et la division 144 du sud. Donc l'encerclement complet, qui est presque accompli, qui nous reste. Il reste environ 2 kilomètres. Il y a une autre division qui qui a cette mission. Je pense qu'elle va accomplir cette mission avec succès. Ensuite, ce groupe est condamné. Son sort sera celui qui ressemble à celui dans la région de la ville de Kupiansk. Le groupe qui était dans la même situation, qui a été complètement détruite. Ensuite, la ville de Krasny Liman. C'est la direction Krasnolimansk. C'est un complexe plus grand, 11 000 maisons. Mais il n'est pas question de ça. C'est l'une des stations ferroviaires de tri, une des stations les plus importantes de tri. C'est un centre logistique. Il s'agit de libérer 149 maisons sur les 11 000. Je vous rappellerai aussi que la zone fortifiée qui est très en Ukraine pendant une décennie comme une ligne de défense des villes de Slaviansk, Kramatorsk, Drushkovka, Alexeyevo-Drushkovka et la ville de Konstantinovka. Et plus au sud-ouest, des villes d'Obropolye et Ochelchi. Tout cela se trouve dans la zone de responsabilité du groupe du sud et du centre. La troisième armée du groupe du centre avance à un rythme soutenu vers la ville de Slaviansk, qui entre dans la ville de Nikolaevka. Jusqu'à la prise de Slaviansk, il reste 8 ou 9 km à parcourir. L'offensive progresse sur 15 secteurs du front. Chaque jour, nos troupes avancent dans cette direction. Un autre événement important, les événements importants ont eu lieu dans la zone de responsabilité du groupe du centre. Là, nos troupes ont rompu les 3 niveaux, les 3 échelons du profondeur de 400 mètres sur les 4 secteurs du front et se battent pour la conquête de cette ligne de défense. Et sur Dobropolye, d'autres épisodes très importants. Là, nos gars ont pu percer une ligne du génie qui était considérée comme infranchissable, imprenable. Ils ont entré dans Annovka, vers cette localité de Dobropolye, se sont approchés du nord aussi, de la partie nord. Et derrière la ville de Dobropolye,
Il n'a pas d'obstacle défensif. Ils essaient de créer des centres d'appui locaux, mais d'Europol le long de la frontière, 30 km. On peut revenir au groupement du Sud qui cherche à libérer un dépôt d'appui important stratégique de la ville de Konstantinovka. 96% du territoire de la ville est entre nos mains. La 4e brigade est en train de nettoyer la ville et l'autre partie des troupes a déjà contourné Konstantinovka et est avancée vers Alexeev-Drushkovka. Il a pris une rue Tourachevski et continue à avancer plus loin. Les voisins de gauche sont aussi rapprochés de ce Alexeev-Drushkovka. Ensuite, le Drushkovka elle-même, c'est une localité assez importante, 12 000 maisons qui étaient près de Alexeev-Drushkovka. Et de là jusqu'à Kramatorsk, qui est considéré comme chez le régime Kiev. C'est la capitale de Donetsk. Il y a 4 km qui les séparent. Il n'y a pas d'ouvrage défensif non plus. Et les médias l'ont déjà dit. L'adversaire a commencé déjà à évacuer les entreprises industrielles de cette zone. Je tiens à noter également les activités du groupe Vostok Est. Et malgré la défense très forte qui a expédié depuis la région de la République de Donetsk des troupes bien aguerries sur cette ligne de front. Et là, nos troupes, commandées par le colonel général Ivneev, sont en train de finaliser la libération de la région de Zaporozhye et passant sur un front de 1 km à 300 mètres tous les jours qui sont gagnés. Une zone de responsabilité très importante est dans le groupe de Dniepr qui progresse sur Orekhovka et le long de la réserve de Kakhovka qui continue à avancer vers Zaporozhye. Les leaders de l'Union européenne ont convenu récemment qu'ils saluent l'utilisation innovante des drones et les succès des forces armées de l'Ukraine sur le champ de bataille. J'ai vu cette déclaration, oui, de l'UE. Là, ce qui m'a consterné, on dit que les leaders européens saluent l'emploi innovant de drones. Là, je me pose la question de savoir. Et le fait de frapper un foyer d'étudiants Starobelsk, c'est aussi innovant, c'est aussi une action innovante. Est-ce qu'il le salue également cet acte? Aucune mention de cela en Occident. Jamais. On n'en parle pas. On évoque le succès de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. On se demande où ça et sur quel territoire. Parfois, on dit que, y compris dans nos troupes, ils peuvent, des opérations qui sont des groupes qui parviennent à s'infiltrer dans nos lignes. Mais il n'y a pas de libération de territoire. C'est autre chose que l'Occident recherche une défaite stratégique de la Russie. On évoque même qu'ils ne veulent plus. Tout simplement, ça figure dans leur agenda officiel. Ils veulent la défaite stratégique de la Russie. Alors, pourquoi l'arrêt, la suspension pourquoi cette trêve, les négociations, ça sert quoi? Ça sert à quoi, en l'occurrence? Si l'Ukraine est en train de reconquérir ces territoires, donc si elle est en train de vaincre, alors les leaders occidentaux, ils n'ont qu'à attendre la défaite. La défaite stratégique de la Russie sera obtenue bientôt. Laissons-les attendre.
nos troupes feront leur travail. Elles feront tout pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. Pour cette intervention, Vladimir Poutine envoie plusieurs messages simultanés. D'abord, il reconnaît que les frappes contre les infrastructures russes créent des difficultés, mais il affirme que ces impacts restent gérables et que la Russie adapte rapidement sa réponse. Ensuite, son discours montre que Moscou ne considère pas ces attaques comme un simple épisode militaire, mais comme une tentative plus large de pression stratégique. C'est dans ce contexte qu'il rejette l'idée d'une « défaite stratégique » russe, affirmant que ceux qui l'attendent devront patienter. Un autre point important concerne les négociations. Poutine affirme que certaines propositions existent, mais il critique les conditions qui pourraient, selon lui, donner un avantage militaire à l'Ukraine. Enfin, son long passage sur le front montre que la Russie veut présenter l'évolution du conflit comme une progression constante de ses forces, malgré les déclarations occidentales sur la situation militaire. Ce discours marque donc une nouvelle étape dans la communication de Moscou, répondre aux critiques, rassurer son opinion publique et envoyer un avertissement à ses adversaires. Reste maintenant une grande question, la Russie est-elle réellement en train de renforcer sa position, ou se... Je suis Afrique vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afrique vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afrique vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.